Bon, on peut y aller. Écoutez, à tout le monde. Bonne soirée. Baruch Hashem, que nombre d'entre vous se réunissent comme ça le lundi soir pour entendre quelques halachot. Et comme d'habitude, je vais dire un petit mot, quelques minutes, en rebondissant sur le mot que j'ai dit la semaine dernière de Chukotai, où la Torah nous dit, si vous allez selon mes Chukot, mes lois, eh bien, vous aurez toutes sortes de récompenses matérielles dans ce monde-là. Et les Mefarshim de s'étonner, déjà il a été dit qu'il faille faire les mitzvot et grâce auxquels on a toutes sortes de récompenses spirituelles et matérielles. On nous a parlé aussi du Limud à Torah, que en étudiant la Torah, on est protégé et que Akadosh Baruch Hu nous récompense physiquement, matériellement dans ce monde. Et donc, pourquoi la Torah répète encore une fois que Imberkota est Telchou, et Rashi rapporte un midrash très, très connu, que la Torah nous apporte quelque chose de plus. En l'occurrence, un ribouille de la Torah pour nous dire qu'on ne parle pas seulement du Limud Torah, on ne parle pas seulement des mitzvot, on parle d'une manière d'étudier qui s'appelle Amelut Batorah. J'étudie Amelim Batorah. Que vous soyez investis entièrement en vous fatiguant pour la Torah. D'après cela, on peut répondre à une question. Comment se fait-il que pour ce digne de Amelut Batorah, on va tâcher de définir tout à l'heure rapidement qu'est-ce que ça veut dire dans notre quotidien. On va rajouter par rapport à la semaine dernière. Amelut Torah, pour vous enseigner ce din, la Torah nous parle de Bechukotai. Admor Azaken, dans l'Écoute Torah, nous dit que le mot Chukot vient de Chakika. Chakika, c'est creuser, graver. Ce qui veut dire que la Amelut Torah nous amène à graver en nous la Torah que nous apprenons. De telle sorte que nous faisions qu'un avec la Torah. Parce que lorsqu'on écrit sur un claf, sur une feuille, il y a la feuille, il y a l'encre, elles sont collées bien sûr, mais ça peut exister un concept d'effacer, de séparer, de gratter l'encre et de le séparer du claf, de la page. Lorsque c'est gravé, on ne peut plus. Il faut casser la pierre, sinon ça reste toujours, l'écriture reste gravée. Ça veut dire pour nous que la Torah que nous devons étudier, nous devons le faire de manière qu'elle soit chakuka, qu'elle soit incrustée en nous. Vous allez me dire, bon, c'est un beau discours, c'est très joli, ça marche bien avec les mots, mais on est tous pragmatiques, on voudrait comprendre d'abord comment le faire. On est tous prêts à le faire, mais comment le faire? Eh bien, la méthode déjà la plus simple, disons, vous savez que le Tanya dit qu'on peut arriver à Avat Hashem, un amour de Dieu, que cette chose-là, elle est krova de nous, qui karov, la chose est très proche de nous, alors qu'il faut tout le livre de Tanya et on sait combien c'est difficile, combien il faut s'investir, mais c'est quand même proche. En tout cas, c'est accessible. Eh bien, prenons quelques exemples, je crois que c'est le mieux pour matérialiser le concept. Prenons une étude que vous faites aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Nous avons des chiyuvim que les rabbins nous ont imposés. Nous avons chitat Rambam. Chitat, ça veut dire Chumash Telim Tanya. Tanya. Commençons par le Chumash. Je voudrais faire que mon étude du Chumash soit au fin de Chakika. Dans le Chumash d'aujourd'hui, d'hier, de demain, je prends ne serait-ce qu'un passouk, qu'un seul Rashi. En l'occurrence, je suis en train de vous expliquer un Rashi de la paracha de la semaine dernière, de Bechukotai. Shetiu Amelim Batorah. Vous réfléchissez ce que ça veut dire. Il faut être Amel Batorah. Comment être Amel? Vous prenez encore une fois un Rashi, un passouk, vous l'intégrez, vous le comprenez, et il reste dans notre tête la journée. C'est notre idouche d'aujourd'hui. Bien sûr, si vous pouvez faire deux pasoukim, mais 110 et 1000, je ne suis pas en train de limiter quiconque. Je suis en train de dire que le minimum, c'est au moins un pasouk, ou au moins une phrase du Tanya. Vous l'avez, bon,
vous êtes l'Europe d'entre vous, d'Eretz Israël, vous comprenez l'hébreu. Sinon, vous avez Dvar Malchut en français. Vous prenez une, deux lignes du Tanya d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Tanya veut de moi? Et je le garde dans la mémoire. Ou ça peut être et, ou bien ou. Ou bien j'ajoute, ou bien c'est exclusif. Un des trois. Genre un Rambam, une halakha du Rambam. Mais cette halakha du Rambam, ce Rashi du Chumash, ces quelques lignes du Tanya, c'est ma Torah aujourd'hui. C'est ma Torah. J'y pense, je réfléchis, je suis en voiture, je conduis, je réfléchis, elle m'occupe. Quelqu'un me demande à quoi tu penses, voilà à quoi je pense. Ça s'appelle la Amelut Batorah. Et de cette manière-là, on incruste le concept, et donc il fait un avec nous, ça s'appelle Amelut Batorah, ça fait Chakika, ça fait graver la chose en nous. J'ai l'air de faire un grand discours là-dessus, mais je dis c'est une étape indispensable pour que la Torah soit bien en nous. Des fois, on comprend pas très bien, un peu, on assiste à un shiur, on entend beaucoup de choses qui sont intéressantes et tout. Mais la Amelut Batorah, c'est prendre une écoula et l'intégrer et réfléchir. Toute la journée, c'est mon Rashi. Un Rashi qui m'a étonné. La semaine dernière, dans Paracha avec ce étonnant des Briti, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Un Rashi qui m'a frappé, j'y ai pensé la journée. Rashi nous rapporte que dans le mot Yaakov, le mot Yaakov s'écrit sans vav. 5 fois dans la Torah, il est écrit avec un vav. Question. Si vous regardez Eliyahu Hanavi, Eliyahu s'écrit à la fin, Eliyahu, vav à la fin. Et bien 5 fois, marqué Elia sans le vav. Coïncidence. Rashi nous dit, il n'y a pas de coïncidence dans la Torah. C'est que Yaakov Avinu, il a pris ces 5 vavim, il les a mis dans le nom de Yaakov 5 fois dans la Torah, en Eravon, en gage, qu'un jour viendra la délivrance. Vous voyez un Rashi comme ça, je vous le dis qu'en 2 minutes, mais on peut vivre toute la journée avec. Il faut vivre avec les Inyanim de Géoula ou Mashiach. Voilà, on vit avec les Inyanim de Géoula Mashiach. De quoi il y a 5 vavim que Yaakov Avinu, il y a des milliers d'années, il a pris à Eliyahu Hanavi, il a dit je prends tes 5 fois le vav, de telle sorte que j'ai une garantie, j'ai une caution que Mashiach viendra. Voilà. Et tu viendras annoncer Bismano ou Beito, l'arrivée de Mashiach, toi, Eliyahu Hanavi. Mais Vasertov. Vous voyez, mais ça permet donc de se rappeler un passouk, ça permet de vivre avec Mashiach, en l'occurrence. Pas tous les jours on trouve un passouk comme ça, mais parfois on le trouve. Donc, voyez, encore une fois, c'est une méthode très simple, mais décider, c'est une question de volonté de ratson. Le ratson, c'est un corps, dans le corps du nefesh. Le plus haut, le persédo, c'est ce qu'on appelle le ta'anoug, le plaisir. Après, il y a le ratson. Le ratson, il chapeaute dans la chokhmah, la bina, la date. Ratson, j'ai un ratson. Aujourd'hui, quel est le point que j'ai attrapé qui va me vivre, avec lequel je vais vivre? Ça, c'est Amelut Batorah. Ça, c'est Chakika. C'est gravé en nous. Voilà, le mot que je voulais vous dire, c'est un mot simple. Veidar Perusha, mais il faut le faire. Il faut le faire, simplement. Quel est le point qui te perturbe aujourd'hui? Quelle est la Sougia la Nekuda qui. Alors, pour un Rosh Hashiva, ça sera un coucher avec Kiva Eger. Il va vivre avec sa coucher avec Kiva Eger. Pour un Pachout, ça sera un petit rachat. Un Rambam qui n'a pas compris, il a envie de comprendre Rambam. Il donne des choses extraordinaires maintenant pour ceux qui font un pareil, 3 pérec. Bon, il y a un petit incident, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on reprend. Encore une fois, vous voyez, c'est une écouda. Faites-le, vous verrez, vous accomplirez donc ce passouk, Vetu Amelim Batorah. Ce qui fait que notre vie, c'est une vie entièrement de Torah. On est tout le temps dedans, complètement enveloppé de Torah. Bon, Hachem, la vie nous présente beaucoup de choses à faire. Il faut travailler, il faut, disons le mot parfois, il faut même galérer, mais même le mot très péjoratif, mais si je suis imprégné de Torah, c'est rien, ça n'a aucune importance. On avance encore. Dans la Amelut Batorah, dans une Torah avec laquelle on vit, qu'on soit un Ish Torah.
Ça, c'est le Nekuda. Ça sera la Nekuda aussi dans le Tfilin, dans le Titi, dans les mitzvot. Je fais une mitzvah, je me concentre, quels sont les kavanot. Ouais, je me concentre, je passe quelques secondes à penser. Pour le Tfilin, les Yonim, Tartonim, je pense que les Charbed à lèvres et à moire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a souvent des à-coups, l'image suffit, l'image se ferme. Bon. Voilà donc le mot que je voulais dire. Donc pensez-y bien, encore une fois, il faut arriver da'at, que l'artiste appelle le da'at. Da'at, ça veut dire une intégration. Les afnim, le mot que j'aime bien, on est bon, les afnim, rendre plimi. Intégrer le concept tellement, de manière tellement forte que l'on vit avec et que la vie est différente comme ça. On voit que c'est une personne qui rayonne de Torah, qui rayonne de ce qu'il fait, parce qu'il est dedans. Et tout le monde peut arriver. Kol, chad, les foum, chacun selon son niveau, chacun ses kochot, ses forces, le temps dont il dispose, mais tout le monde peut vivre avec ça. Et c'est ce que la Torah vous demande, c'est ce que le Rabbi nous demande, d'être imprégné de ces concepts-là. Amelut Batora, investissement total dans le temps qui m'est imparti, tout petit, mais je suis tout dedans. Coulo dedans pendant que je suis dedans, et donc ça aura un impact sur toute la journée. Toute la journée, ça sera le point qui va me rester dans la tête. Sinon, vous savez très bien tous, ça peut être un autre problème, un petit pépin financier, etc., qui va vous occuper la tête toute la journée. Ça, je n'ai pas le moindre doute, qui va nous occuper toute la journée. On va être là-dedans. Eh ben, je vous propose d'occuper la tête avec autre chose et m'y mêler de soi-même. Tous les soucis financiers, santé, tout le reste sera secondaire et tout marchera bien. Bezat Hashem, avec l'aftacha que nous avons, avec la promesse que nous avons, pense bien et ça sera bien. Voilà. Donc, on passe au halachot. Je me permets donc de vous rappeler les halachot que nous avions étudiés la semaine dernière. Pas tout le monde était là. C'était, bon, c'est comme vous savez, c'était l'Akba Omer. Beaucoup de monde était autour d'un grand feu, Baruch Hashem. Donc, je vais vous dire en quelques minutes, l'halakha que nous avions étudié, c'est l'obligation des Nashim, des femmes, de faire Havdalah. Son chayavot de Havdalah, il y a deux chitotes dans les Rishonim. Le Shulchan Aruch rapporte la première chita que les femmes sont chayavot comme l'homme. De même qu'elles ont l'obligation de faire kiddush, elles ont l'obligation de faire, c'est-à-dire de sanctifier l'entrée de Shabbat, elles ont l'obligation aussi de marquer la sortie de Shabbat en faisant l'Havdalah. Ayant le même chiyuv que l'homme, donc il est clair que de même qu'un homme qui aurait fait kiddush à la choule par exemple, eh bien, il pourrait quand même, malgré le fait qu'il a fait kiddush à la choule, il pourra quand même acquitter des personnes de sa maison, sa femme par exemple, ce qu'on appelle Midin Arvout, Kol Israël Arevim Zebazé, puisqu'on est tous responsables les uns des autres, je peux être moi quitte de quelque chose et acquitter les autres. De la même manière, un homme qui aurait fait le Havdalah à la choule, il pourrait acquitter sa femme d'après cette chita-là. Mais vous avez tous entendu qu'il y a un problème, que quand le mari a fait Havdalah à la choule, est-ce qu'il ne peut pas acquitter sa femme? Bon, vous avez entendu cette chose-là. D'où ça vient? Ça vient qu'il y a une chita qui pense que la femme n'a pas l'obligation comme l'homme. Comme elle n'a pas l'obligation, donc si l'homme a déjà acquitté chez lui, il ne pourra pas acquitter son épouse dans la mesure où elle n'a pas l'obligation. Ou plus ça sera une obligation des rabbinans. Donc là, je vous dis brièvement le psak, on a parlé longuement de ça la semaine dernière. Le psak, c'est que même que malgré le fait qu'il y ait marloquette, les femmes font la Havdalah. Elles ont l'obligation de Havdalah. Ça veut dire, si le mari lui-même ne sait pas acquitter sa Havdalah, il s'acquitte lui-même, il acquitte sa femme. Et si le mari n'est pas là, il y a une jeune fille ou bien la femme qui se trouve un Shabbat parfois seule,
eh bien, elle fait Havdalah pour elle-même et elle peut acquitter les autres femmes de Havdalah. Ça, c'est la halakha claire. La question reste dans le cas où la femme a du mal à faire Havdalah. Elle a l'habitude de s'acquitter par son mari et le mari, ou n'est pas là, ou il a déjà fait Havdalah la choule. Ça arrive quelquefois, c'est le Rav de la choule, il acquitte toute la Keïla, il y en a qui font pas Havdalah, donc le Rav, il fait pour acquitter toutes les personnes de sa choule. Donc il a un problème en rentrant chez lui. Donc la solution dans ce cas-là, c'est ou bien que le mari qui est déjà quitte par sa Havdalah à la maison, en rentrant chez lui, s'il y a un homme qui la quitte, c'est un enfant, un garçon, il peut refaire l'Havdalah pour le garçon et Agave, en passant, il acquitte sa femme. C'est une solution. Si maintenant il n'y a pas de garçon, il n'y a pas d'homme que le mari acquitte, l'Echatrila, il s'efforcera de faire en sorte que sa femme fasse à Havdalah, quitte à lui faire répéter mot à mot l'Havdalah. Maintenant, encore une étape, et si même ça, parfois, c'est pas possible, la femme dit, moi, il n'y a pas question, je ne peux pas boire, je suis allergique. Pas. Si vraiment il n'y a aucune autre solution, Beshat Hadakar Gadol, en cas de grand besoin, eh bien, le mari pourra quand même acquitter sa femme. Il y a des chitotes comme ça, en tout cas, le Pri Hadash et d'autres, le Mishabor rapporte des chitotes. Si on peut éviter, on évite, mais si vraiment c'est le seul choix possible, le mari pourra quand même acquitter son épouse, même que lui est déjà acquitté. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va tenir sur la première chita qui est la Ikarit, à savoir que la femme est Chayebet de Havdalah comme le mari. Voilà, très brièvement, la halachot que nous avons vue la semaine dernière. Je parle Agave en passant aussi, j'ai apporté une deuxième halakha. Et donc, avant de commencer le shiur d'aujourd'hui, je vais vous la rappeler aussi. C'était dans Ilchot Bishulé Akum. Vous savez toutes et toutes qu'il y a un issour des Rabbanan, il y a un aliment qui est pris par un homme. Il y a certains intérims, la nourriture, les fruits et les légumes qui seraient mangeables crus, Nechal Chai. Étant donné qu'ils sont mangeables crus, donc le bichoul n'apporte pas, la cuisson n'apporte pas tellement d'amélioration. C'était de toute façon mangeable, c'est moutard, donc c'est permis. Donc des fruits au sirop cuits par des goïms, c'est cachère. C'est cachère. La question, c'est qu'il arrive parfois qu'il y a des aliments, du riz ou des légumes surgelés qui sont pré-cuits. J'ai cuit pour les goïms, jusqu'au tiers, on va dire. On a pas de ma'achal ben drosai et pas du tiers. Donc, l'aliment est devenu propre à la consommation déjà par la cuisson faite par un non-juif. Est-ce que le fait que la cuisson se termine par la cuisson d'un juif, ça cachérise, si je peux dire, ça permet de manger la nourriture? La réponse est oui, positive. C'est une Gemara claire, dans Bodazara, comme ça possède le Shulchan Aruch. Très intéressant comme halakha, c'est que si un aliment a été cuit, déjà, je prends le cas à l'envers, a été cuit par un juif au tiers, et puis il a arrêté la cuisson, de telle sorte que la cuisson se termine, les deux tiers qui restent se terminent plus tard par un goy. Par exemple, je connais des parents qui cuisent une partie de leur nourriture pour les enfants, et puis à 5 heures, il y a le non-juif qui vient et qui continue à cuire. Si c'est cuit au tiers déjà par un juif, c'est considéré comme entièrement cuit, c'est cachère, même que le goy termine. Attends l'inverse. L'inverse, c'est plus compliqué quand un aliment pré-cuit par des goïms, au tiers. Donc mangeable, c'est déjà mangeable. Est-ce que le fait que le juif finisse sa cachérie d'aliment, ça c'est une marloquette entre le Mechaber et le Rama. Le Rama permet. Donc pour Chabad, nous faisons faire comme le Rama. Donc des aliments pré-cuits, bien sûr, en s'assurant qu'il n'y a aucun mélange
d'aliments non cachers avec les légumes en question. Hein. Je ne parle pas dans ça. Je parle des légumes vérifiés, une personne, un chômeur a vérifié qu'il n'y a rien d'autre dans ce légume que le légume. Maintenant, c'est cuit, pré-cuit. C'est cuit au tiers par le goy. Le Rama permet. Donc, pour Chabad, c'est permis. Pour le Mechaber, il permet ou bien Erev Shabbat ou bien Beshat Adachak. Qu'est-ce que ça veut dire Erev Shabbat? Erev Shabbat, on considère que c'est un grand besoin. On peut faire le repas shabbatique, c'est un grand besoin. Ou bien c'est Shat Adachak, on n'a pas le choix, il faut absolument faire du riz, et puis on n'a que du riz pré-cuit, par exemple. Même le Mechaber permet. C'est un joli halakha que je vous enseigne là. Hein. Souvent, les gens demandent, voilà, c'est pré-cuit, on ne peut pas acheter, etc. Il faut savoir qu'un aliment pré-cuit par des goyim, un tiers, et même les postes qui vont plus loin, même c'est cuit à moitié, certains vont encore plus loin, même que c'est pratiquement cuit, mais que le juif finit la cuisson, qui est le mets, il est ce qu'on appelle mistamek vetovlo, mijoté, quand il est mijoté. Le fait que ce soit terminé par un juif, ça cachérise donc l'aliment. Bon, c'est joli à la fin. Donc, les aliments pré-cuits, il y a un éther. Bon, si ce n'est pas clair ce que je viens de dire, redemandez, hein, ne prenez pas sur vous. Mais je sais que très souvent, on est sollicité sur ce genre de choses. Les gens ont banni le pré-cuit, alors que parfois, il y a des légumes surgelés que l'on n'a que pré-cuit. Bon, pré-cuit, ce n'est pas forcément interdit. Il y a de nombreux éthers. Voilà. Alors, puisqu'on est dans la cache-route, je voulais vous faire ce soir, je sors un petit peu des sentiers battus, hein, de Shabbat, Yom Tov. Bon, dans une quinzaine de jours, c'est Shavuot. La semaine prochaine, dans Hashem, on fera une Chazara, une petite révision des Ilchot Yom Tov et toutes les merachot qui sont interdites et bien sûr celles qui sont permis, les autres achila. Je vais vous faire aujourd'hui le din de Afrashat Trumot ou Masrot. Alors, je sais qu'en Eretz Israël, beaucoup prennent la précaution d'acheter des fruits dans des magasins où il y a des bons herchérim, où tout est garanti, où on a prélevé Trumot ou Masrot. Bon, mais il faut savoir que malgré tout, il faut savoir le faire. J'ai une chéla de quelqu'un qui est intéressante. Il sort dans la rue avec une canne. Il a du mal à marcher. Et bien, depuis très longtemps en Eretz Israël, il n'a jamais eu de problème parce qu'il y a un héros. Maintenant, il va passer quelques temps en France. Donc, il dit, ben non, j'ai plus les roues. Est-ce que je peux utiliser la canne? Je vous donne ça pour exemple. Une personne qui est en Eretz Israël, on est extrêmement gâtés. Vous êtes extrêmement gâtés, les habitants de Eretz HaKodesh. Il y a des très très bons archérim, vous achetez tout, prélevé, tout mon Thomas. Mais si, imaginez que vous soyez un jour invité en France, vous passez vos vacances, vous assistez à un mariage, etc. On vous présente des fruits. Dessus, c'est marqué Jaffa, vous voyez, ce sont des fruits d'Eretz Israël, ce sont des grenades d'Eretz Israël, ce sont des avocats d'Eretz Israël. À part le problème qu'il peut y avoir de Orla, déjà il y a un problème de Trumot et Masrot. Et il est clair que pas tous les fruits qui viennent d'Eretz Israël en route à l'arrêt sont prélevés, évident. Donc il faut savoir le faire. Et même quelqu'un qui n'utilise pas le éther, parce qu'en Israël, il n'y a pas de problème, tout est fait, dans les magasins déjà, les bons magasins avec un bon recherche, je parle. En France, il faut savoir le faire. Donc, ça va être un petit peu technique, hein, ce que je vais vous faire ce soir, mais au moins vous avez entendu une fois le mécanisme. Le mécanisme, il marque comme ça. La Torah nous impose un certain nombre de hafrashot, d'impôts. On est imposé. Celui qui a un champ, il doit laisser les quêtes chez Rapper. Les derniers résidus qu'il ramasse, il doit laisser dans le champ, il doit laisser un coin de son champ pour les pauvres. La PA, c'est connu. Maintenant, dans tout ce qu'il aura cultivé, il y a des prélèvements. Je vais vous faire la liste des prélèvements. Il y a Trouma Gdola, il y a Maaser Rishon, il y a Troumat Maaser, il y a Maaser Sheni. Certaines années, il y a Maaser Ani.
Et à part ça, il y a Neta Revaï. Quand on a planté un arbre, les 3 premières années, c'est hors là, c'est interdit à la consommation. La 4e année, c'est ce qu'on appelle Neta Revaï. La 4e année, on peut le consommer, mais il faut le racheter, faire un pidion. Donc, vous voyez, c'est un certain nombre de choses à faire. Il faut le faire. Alors, le mécanisme est le suivant. Je vais prendre un exemple, pour l'exemple, qui est le suivant. Je prends une feuille ici, peut-être que ça sera plus parlant. Oui. Je vais vous faire donc une feuille. Regardez, si c'est visible sur la feuille, j'espère que oui. Voilà, imaginons, vous avez ici une tonne de fruits, il y a une tonne de blé, il faut faire des prélèvements. Alors, dans cette tonne de blé, je vais supposer, d'abord, je ne vais pas prendre une tonne, je vais prendre 100 grammes, 5. 100 grammes, pardon, 100 kilos de blé plus un demi-kilo. 100,5. Pas 105, 100,5. 100 et 0,5. C'est-à-dire 100 et un demi-kilo. Vous allez comprendre pourquoi. Première chose, la première prélèvement que je dois faire, je vous rassure tout de suite, hein, ça va être un peu complexe et tout, mais sachez qu'au bout du compte, le prélèvement est extrêmement simple à faire. Très très simple, très rapide. Ça va se résumer à la phrase suivante, vous allez dire, tous les prélèvements seront faits selon la formule dont nous avons parlé au Shiur, on va dire comme ça, ou dans la formule qui est marquée dans tel livre. Regardez, moi j'ai un livre devant moi, c'est le livre de Vakshal, livre rouge qui est connu. Dire, on va prélever selon la formule qui est marquée dans le livre rouge, étudié au Shiur. Et ensuite, les rachats, les pidionymes qui sont à faire, sont faits sur une pièce qui est dans tel endroit. C'est tout, voilà. C'est ce qu'il y a à dire. Et c'est fini, vous mangez. C'est très très rapide au bout du compte. On va compris comment ça marche. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut absolument comprendre comment ça marche. Sur les 100 kilos, 100 kilos et 0,5, les 0,5, c'est la Trouma Gdola. Trouma Gdola. Trouma Gdola, c'est ce qu'on donnait au Kohen. J'ai 100 kilos, un peu plus que 100 kilos. Je prends un petit peu, je donne au Kohen. Je donne un petit peu, c'est sûr qu'à l'époque du temps de la Beth Amikdash, on donnait, selon la générosité, un 60e, un 50e ou un 40e de la récolte. C'était sans importance. De nos jours, comme de toute façon, cette Trouma Gdola est tméa, on est tous tamés. Donc le Kohen ne peut pas le manger, donc on la jette. Donc on n'a aucun intérêt à en jeter beaucoup. On prend un tout petit peu, ça suffit. Vous achetez 1 kilo d'orange, une demi-tranche, au grand maximum, ça sera une demi-tranche. Donc premier prélèvement, c'est Trouma Gedola, la grande Trouma, le grand prélèvement attribué au Kohen. Dans les faits, si je vais prélever une orange, je prends un tout petit morceau, je mets de côté. Ensuite, dans le reste, il me reste 100 kilos. Dans les 100 kilos qui me restent, je prends 10 kilos que je donne au Lévi. C'est ce qu'on appelle le maaser, tout le monde connaît, 10e de la récolte. Donc, dans mon dessin, regardez le haut du dessin, je ne sais pas si c'est visible à l'écran. Donc le 10e, c'est toute la bande qui est en haut. Un 10e de 100, c'est 10. C'est ce qu'on appelle le maaser rishon, premier maaser que l'on donne au Lévi. Et lorsqu'on va faire le prélèvement, dans la formule, on prévoit de le faire, il faut désigner l'endroit, on dit le 10e de la récolte qui est devant moi, dans la partie nord, sur ma feuille, on va dire c'est le haut, c'est maaser rishon. Ensuite, le Lévi est censé donner sur ce maaser rishon Troumat maaser. On fait 3 là, pour l'instant. Le premier, en Trouma Gdola, c'est le 0,5 qu'on donne au Kohen. Les 10 kilos qu'on donne au Lévi. Sur les 10 kilos qu'on donne au Lévi, le Lévi est censé donner un dixième. Un dixième de 10,
c'est 1. Donc, si vous observez mon dessin, voilà, donc vous avez ici un demi-kilo qu'on donne au Cohen et 1 kilo que le Lévi est censé donner au Cohen. Ça veut dire le Cohen, sur ses 100,5 kilos de blé, Laisse la musique, Emma. il se trouve avec 1,5 kg de récolte. Un peu plus que 1%. Cela veut dire que lorsque l'on veut faire le prélèvement, ça c'est une étape indispensable, courte mais indispensable. Il faut prendre légèrement plus qu'un centième de ce que vous voulez prélever. Donc c'est très très facile à faire. Si vous avez 3 oranges, 4 oranges, ben, vous voyez un centième, vous voyez à peu près le prix ou le poids. En général, une tranche d'orange, c'est largement suffisant. Sur quelques oranges, il n'y aura pas 100 tranches, vous voyez, 100 tranches. Donc, si vous mettez une tranche de côté, c'est bon. Dans la tranche de côté, vous avez toute la part du Cohen, à savoir la Trouma Gedola plus la Troumat Maaser. La Troumat Gedola que le juif donne au Cohen et la Troumat Maaser, c'est le dixième du dixième que le Lévi donne au Cohen. Donc, bilan, sur les 100,5, le Lévi se trouve avec 9 kilos, le Cohen se trouve avec 1,5 kg. Le kilo et demi, on le met de côté, on va le détruire. En l'occurrence, ça sera une demi-tranche, une tranche d'orange ou d'avocat, etc. Et le Lévi, il se trouve avec 9 kilos. Il nous reste combien? 100 moins 10, 90. Donc, dans mon carré, ici vers le bas, il y a 90 kilos. Dans la partie sud, si c'est visible à l'écran, dans la partie sud, je prélève 10% de ce qui reste. 10% de 90, c'est 9. Donc, dans la partie sud de mes oranges, de mon blé, de mon gâteau, de ce que vous voulez, j'ai 9 kilos qui sont du Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est quoi? Alors là, j'ai obligé de vous donner des détails, qui sont très très intéressants d'ailleurs. Dans Hachem Mashiach, il vient. On va retomber dans tout ce processus. Ces 9 kilos de Maaser Sheni, on allait le manger à Yerushalayim. C'était interdit, il avait une kdusha, il avait une sainteté. C'était interdit de le manger au Chutz de Yerushalayim, donc ils allaient manger à Yerushalayim. Alors imaginez les 3 fêtes, tout le clan Israël allait avec ses 9% de leur récolte, et c'était consommé à Yerushalayim, on pouvait le consommer ailleurs. Alors, imaginez la fête, avec en voiture, on venait avec ses provisions, fabuleux, fabuleux, mamache fabuleux. Mais ce n'était pas très simple. Ce n'est pas très simple parce que si vous avez une tonne de Maaser Sheni, la transporter à Yerushalayim, il faut peut-être payer le transport, c'est cher. Donc la Torah a prévu un moyen d'éviter la difficulté du transport. C'est ce que l'on appelle le Pidyon Maaser Sheni. On rachète le Maaser Sheni. Donc, tout un chacun est censé avoir une pièce à la maison. C'est intéressant, renseignez-vous pour ceux qui sont en Eretz. Je sais qu'il y a dans beaucoup de villes, le Rav de la ville, la Rabbanout prévoit, ils ont toujours des quantités de pièces en réserve, et toute personne qui voudrait racheter du Maaser Sheni avec l'argent, il peut s'appuyer sur l'argent qui est mis de côté par la Rabbanout ou par le Rav de la ville. Très intéressant. Bon, en l'occurrence, moi j'ai une pièce à la maison, elle doit être ici d'ailleurs dans mon bureau, sur laquelle je fais le rachat du Maaser Sheni. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai 100 € de Maaser Sheni, je dois le racheter même plus cher que son prix, je dois le racheter 125, je dois le racheter plus cher. C'est le Chomesh 1000 bar, c'est le quart 1000 bar et le Chomesh 1000 bar. Donc, ça veut dire que c'est un cinquième de 125. Bon, c'est plus. Maintenant là, je vous rassure, on n'est pas tenu de racheter le Maaser Sheni à sa vraie valeur. De toute façon, on ne peut pas le manger de jour, on n'a pas le Beth Amikdash. Donc, il faut tâcher d'enlever la kdusha de ce Maaser Sheni, sinon il ne faut pas manger. Sachez une chose,
Si on ne fait pas ce que je suis en train de dire, on ne peut pas manger un fruit en Eretz Israël. Il faut enlever ce problème du Maaser Sheni. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la Gdusha de Maaser Sheni sur ces fameux 9 kilos en les rachetant sur une pièce. Je ne connais pas la valeur de ce Maaser Sheni, ce n'est pas grave. Je peux l'acheter avec un peu plus d'une prouta. Une prouta, 1,25. Un peu plus qu'une prouta. Et donc, dans la pièce, vous prendrez des shkalim en Eretz Israël, combien de proutotes dans un shekel. En France, entre 5 et 10 centimes d'euros, il y a déjà une prouta. Ce qui fait qu'avec une paye de 2 euros, on peut faire une vingtaine de pidionim. Donc, on rachète le Maaser Sheni avec la pièce, la valeur de la pièce minimale, un peu plus, avec un fromage de plus. Et donc, les 9 kilos que vous voyez sur ce dessin, ils deviennent chol. La gdoucha qu'il y avait sur ces fruits, il tombe sur la pièce. Et j'ai fini mon opération. Il n'y a plus aucune gdoucha dans ce qui me reste. Puisque dans ce qui me reste, il y a les 9 kilos du Lévi, et il y a les 9 kilos de Maaser Sheni, dont j'ai enlevé, en faisant le pidion sur la pièce, j'ai enlevé la gdoucha de Maaser Sheni. Donc tout ce qui reste, c'est chol, je peux le manger. Sachant que la pièce, elle a une gdoucha de Maaser Sheni, je mets de côté, et 2 fois dans le cycle de 7 ans de la Shemitah, je suis obligé de détruire la pièce. Bon, on a trouvé des consignes, des manières de ne pas détruire la pièce, mais en principe, cette pièce de Maaser Sheni, comme elle n'est pas consommable, on doit la détruire. 2 fois, le troisième, Erev Pessah, la troisième, la sixième année. Bon, il y a des dates qu'on verra. D'ailleurs, en Eretz Israël, on va vous l'annoncer, hein, c'est le moment du haut Maaser Sheni, il faut détruire. Donc, j'ai enlevé la partie qui est kadosh, c'est la partie du Kohen. Il y a 1,5 kg, un peu plus d'un centième, pas grand-chose. On met de côté qu'on jette, on met dans le papier aluminium, on le jette. Donc un peu plus d'un centième, pratiquement rien, un peu plus d'un centième. Le Maaser Sheni qui est beaucoup plus rachou, on le rachète sur la pièce. Donc j'ai jeté un centième, j'ai racheté le Maaser Sheni sur la pièce et tout le reste, c'est des consommables. Ça vous prend pas shoot 10 secondes de dire on va faire tous les prélèvements selon les explications qu'on a écoutées au Shiur, dans les formules de tous les kitsurim. Dans le nord, c'est le Maaser Rishon, dans le sud, c'est Maaser Sheni. Et le Maaser Sheni est racheté sur la pièce que je garde à la maison ou sur la pièce du Rav, selon vous arrangez. Renseignez-vous si le Rav de votre Shruna, il a des pièces comme ça en réserve. Vous avez racheté le Maaser Sheni, vous avez jeté le Maaser Rishon, toute petite quantité, un peu plus d'un centième, et vous consommez le reste. Ouais, c'est très, très, très rapide. Une question que je n'ai pas résolue, je vais répondre à vos questions tout à l'heure, hein, je voudrais quand même donner tout Béchlemout. La partie réservée au Lévi, les 9 kilos du Lévi, si je les mange, je prends l'argent du Lévi. Comment ça marche? Le deuxième point, c'est que le Maaser Sheni, dans le cycle de la Shemitah, c'est l'année 1, 2 et 4, 5. Dans l'année 3 et 6, le Maaser Sheni, les 9 kilos qui sont dans le sud, là, ces 9 kilos sont donnés au Ani. Ça s'appelle Maaser Ani. C'est un avantage, c'est qu'ils ne sont pas kadosh, il n'y a pas de rachat à faire, il n'y a pas de pidion à faire. Donc, quand on prélève, si c'est du Maaser Ani, il n'y a rien à faire, c'est prêt Sheni. Si c'est du Maaser Sheni, on le rachète sur la pièce en question. Quant à la partie réservée au Lévi, théoriquement, je suis censé la donner à un Lévi. Alors là, le minac, c'est qu'on le garde quand même, en se basant sur le fait que sur le yichus des Lévim, il y a toujours des sfekot. Les Lévim sont Pecheskat Lévi, mais il n'y a plus à avoir des mélanges, ils ont peut-être perdu leur Plushat Lévi. En tout cas, il y a un stafek, et on a un principe comme ça que Amotseva Mechavora la Baraya. Donc, si le Lévi veut me réclamer cet argent, je dois lui demander fais-moi la preuve, je veux bien te donner, mais il faut que tu fasses la preuve que tu es Lévi. Et comme en principe, il ne peut pas faire une vraie preuve, donc on garde l'argent. Ça, c'est le principe qui fait que finalement, cette partie, les 9 kilos réservés au Lévi, on peut la garder, la manger, la consommer nous-mêmes. Elles n'ont pas de gdoucha. L'avantage, elles n'ont pas de gdoucha.
Par contre, ce qui est réservé au Kohen, il y a une Gdusha, donc c'est les fameux 100, un peu plus qu'un centième, qu'on est obligé de détruire parce qu'il y a une Gdusha. Et la Gdusha du Maaser Sheni est rachetée sur la pièce. Voilà donc, je vous ai fait un tableau général de ces prélèvements. Et vous pouvez prendre la formule Mekut Seret. Mekut Seret, je pourrais envoyer une photocopie à Gérard qui pourra vous la communiquer si vous voulez. On dit voilà, que tous les prélèvements soient faits de la manière qui a été expliquée au Shiur. Voilà, premièrement, prélèvement. Deuxièmement, que la partie du Kohen, un peu plus d'un centième, vous l'enlevez, vous la mettez de côté. Et le Maaser Sheni, qui est dans les feuilles que j'ai devant moi, est racheté sur une prouta d'une pièce que je mets de côté. C'est intéressant, je crois. Je vais vous la montrer. Il me semble que ma pièce, elle est dans mon bureau. Voilà. Oui. Voilà. Regarde. Oui, donc j'ai une pièce ici. Hein, une pièce, donc je la tire. Hop, elle est ici. Elle est toujours ici. Donc je suis certain que je peux continuer à racheter. Maintenant, je dois faire le compte quand même. Attention, si je pars du principe que la prouta, c'est 5 centimes, 5 centimes d'euros, donc combien il y a de 5 centimes d'euros dans 1 euro? 20. 2 fois 5, 10. Donc je peux faire 20 pidionymes. Ça veut dire si j'en fais, disons, un par semaine, je pense qu'on en fait plus que ça, mais disons un par semaine, donc j'aurai un délai de 20 semaines. Disons que tous les vendredis, je fais un pidion. Donc, pendant 20 vendredis, pas mal, hein, c'est pratiquement 5 mois, pour couvrir toute ma pièce avec la Gdusha de Maaser Sheni. Ensuite, on en rachète, et puis bon, il y a des moyens de récupérer la pièce. Vous vous renseignerez si vous faites cette chose-là. Voilà, donc, c'est très rapide, très simple, une fois qu'on a compris, bien sûr, le principe. Hein, Trouma Gdola, Maaser Rishon, Troumat Maaser, Maaser Sheni, Maaser Ani, Pidion, et on jette les troumot du Kohen. Voilà. Je suis à vous maintenant, j'écoute vos questions. J'espère, j'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est pas très simple la première fois qu'on entend la chose, mais une fois qu'on a l'habitude, bon, c'est pas bien compliqué non plus. Je vous écoute. Oui, bonsoir. C'était pour revenir sur le sujet du bichoul dont vous avez introduit, Oui. à savoir, en fait, le bichoul akoum, d'accord, par rapport à un goy, mais quelle est la règle par rapport à ce qu'on entend, qu'il faut que ce soit un juif qui soit shomer Shabbat pour faire certaines cuissons? Est-ce que ça s'applique que pour la cuisine de Shabbat ou en semaine, c'est pas obligatoire que ce soit un juif qui est shomer Shabbat pour cuire des plats de la semaine? Comment ça se passe? Je vais vous donner le psak et après j'explique. Le psak, il faut éviter de prendre un non-shomer Shabbat pour cuire vos aliments. Mais Bediavad, c'est caché. Voilà. Ça, c'est le psak. Maintenant, pourquoi les khatrila, pourquoi Bediavad, d'où ça vient cette chose-là? Alors, pourquoi on fait attention à les khatrila et pourquoi Bediavad, c'est caché? Et je sais que ce sont des choses qui arrivent. Il y a des familles, malheureusement, dans certaines familles, il y a la tante qui vient, la grand-mère qui est là, qui malheureusement, elle prend la voiture Shabbat, c'est des choses connues. Et puis elle vient à la maison, elle a bon cœur, elle fait, elle fait à manger pour la famille, tout le monde attend la bonne cuisine de la grand-mère. Alors la raison de cela est la suivante. C'est que il y a 2 raisons évoquées par les Rishonim pour l'interdiction de Bishulako. La première, c'est Mishum Khatnout, manger des aliments cuits par des goïms, bien sûr des aliments cachers, 100% cachers. Ça nous rapproche des goïms. Ça nous rapproche des goïms. Un peu la même raison que de Stam Yenam, le vin que les goïms font sans Avodazara. Vraiment interdit. Le fait de manger leur nourriture cuit par eux, même cachère à 100%, mais cuit par eux, ça fait un rapprochement, ça fait un kirouv. Et Chachamim, ils ont peur de Khatnout, qu'on se marie avec les goïms. Mais on sait très bien que les choses mixtes et tout ça,
toutes les embûches que l'on a et les épreuves que l'on passe et les échecs que l'on a viennent précisément de cette proximité. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles l'aspect extérieur du juif, c'est pas comme tout le monde, précisément pour garder les distances. Deuxième raison évoquée par les Rishonim, c'est Shema Yarev Davaraso. Ce n'est pas pour un risque de mariage, c'est pour une deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas faire confiance absolue au goy si on le laisse cuire. Il peut ajouter des produits qui ne sont pas cachers. Ou par inadvertance ou sciemment, et je peux témoigner qu'on a vu des choses niflao dans les restaurants cachers, des très bons hachérim. Le cuisinier a ajouté des choses extraordinaires, vraiment. On tombe des nues, comme on voit. Et de son côté, ça venait d'un bon sentiment, c'était pour que ce soit meilleur et tout. C'était pas spécialement pour nous ennuyer. Oui. Mais ça arrive des choses. Il estimait que c'était bon. Donc, on ne peut pas en faire confiance de nous faire cuire quelque chose parce qu'il peut mettre des produits interdits dedans. Maïn nafkamina, c'est quoi la différence entre les deux raisons? C'est précisément votre question, à savoir le non-shomer Shabbat. Le non-shomer Shabbat qui vous cuit quelque chose, bien qu'on dise qu'un non-shomer Shabbat, il a un din de goy, c'est pas un goy, c'est pas un goy, c'est un juif, il restera toujours juif, mais il a un din de goy pour certaines choses, pour toucher le vin, etc. Alors, ce Mechalel Shabbat, en attendant, il va faire tchouva, eh bien, au pire, qu'est-ce qui va arriver? D'après la première raison de Khatnout, de mariage, il est juif. Comme il est juif, il se marie avec lui. Donc, le Chachash Khatnout, il n'est pas, puisque de toute façon, c'est un juif. Le problème qu'on a, c'est de peur qu'on soit mitratène avec un non-juif. Mais s'il est juif, donc la raison, elle tombe. Par contre, d'après l'autre raison, chez Maïa rêve d'avoir chez Nometoukan, qui n'est pas cachère, ça peut arriver quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat, qui fume Shabbat, etc. Même si c'est quelqu'un qu'on connaît, qui est de confiance, etc. Mais bon, s'il y a un accident ou un incident, il ne sera pas makpid sur la cache-route, dans la mesure où il ne fait pas attention à Shabbat, donc on ne peut pas lui faire confiance dans la cache-route. Même si c'est quelqu'un qui, de manière générale, c'est digne de confiance. Donc, d'après la deuxième raison, on ne peut pas laisser cuire les aliments par quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, de peur qu'il ne fasse pas attention à notre niveau de cache-route. D'accord. Ces deux explications, ça vous donne le psak que j'ai donné. Les khatrila, on fait attention à la deuxième raison. Donc, on ne demande pas au Mechal Shabbat de cuire. Pour faire attention à la deuxième chita, peut-être qu'il va mélanger, même si on sait qu'elle va mélanger, ça ne change rien. Mais Bediavad, on peut dire le ikar du ta'am, celui qui est le plus retenu, c'est le premier ta'am, Mishum Khatnout. Et Mishum Khatnout, un risque de mariage, ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'au pire, on se marie, c'est un juif de toute façon. Donc, je vais vous expliquer pourquoi les khatrila, on évite à cause de la première chita, pourquoi Bediavad, c'est cachère, parce qu'à cause de la première chita. D'accord. Voilà. Mais vous ne m'avez pas précisé, ça ne change rien que ce soit en semaine ou en Shabbat? Rien du tout. Rien du tout. Aucun inconvénient. Ah oui, non, parce que de toute façon, pour Shabbat, il faut que ça soit cuit avant. Bon. Mais si c'est destiné pour Shabbat, si on a su que c'était cuisiné par quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, pendant Shabbat, il n'y a pas plus de sévérité, c'est ça que ma question. Non, ça n'a pas plus de sévérité. Bediavad, si c'est, vous dit, la tante ou la personne qui vous appelle, bien sûr, et que bien sûr, il y a quand même le rachage que ce ne soit pas du top cachère parce qu'il est Mechalel Shabbat, mais comme d'après la raison de Khatnout, c'est permis, donc Bediavad, on permet. Merci. Bon, maintenant, dans les faits, si c'est quelqu'un de la famille et qu'on sait qu'il n'est pas Shomer Shabbat, bon, on peut lui expliquer gentiment que c'est vous qui allumez le feu, c'est peut-être sur la cuisine. Bon, il y a des solutions. Il faut le shalom, n'oubliez pas le shalom. Oui, à propos de cela, s'il y a un employé donc non juif, mais que c'est sur surveillance du Balabait ou de la Balatabait qui va, on va dire, est-ce qu'on fait confiance si on n'est pas à 100% à côté de l'employé qui n'est pas juif, si à partir du moment où l'allumage…
Sur quel Nekuda? Lui faire confiance sur quel point? Oui, tout ce qui est autre que la cuisson, dont on peut faire confiance à un non-juif, c'est surtout sur la cuisson qu'on est makpid? La cuisson, c'est clair. Votre question, c'est quoi? J'ai un goy qui cuit, le balabait il est là. Est-ce que vous avez peur qu'il allume le feu? C'est ça que vous demandez? Ou non, pour toutes les autres tâches qui concernent la Votre cuisine, tâche. couper les légumes, Non, nettoyer. ouais, je comprends ce que vous dites. Si la personne, au début, quand vous l'engagez, vous dites, tu sais, aucun aliment qui t'appartient ne doit être mélangé avec les nôtres. S'il y a quelqu'un de la famille, quelqu'un à la maison, on n'est pas recherche qu'elle mélange. On peut lui faire confiance pour couper les légumes, etc. Et par exemple, pour la vérification des plantes, des herbes, on peut faire Non, confiance à un goy? non, oulala, vous changez de sujet là. Deux choses, de faire confiance qu'il me fasse quelque chose de négatif, ça, il n'y a pas de problème. Mais le faire confiance qu'il vérifie les verres, ça c'est niet et niet, c'est surprenant. D'accord. Bon. Allez-y, autre question. Allez, sur le J'ai massage. pas, J'ai j'ai pas trop compris. une petite question à tous ceux qui m'écoutent ce soir. Est-ce que chez vous, vous prélevez le maaser ou bien vous êtes sommaire sur la rabbanout et comment ça marche? Non, Gérard, c'est comment vous une faites en question. Eretz Israël, Gérard? Oui. Justement, j'avais pas trop compris aussi quand vous rachetez là avec vous avez Ben, montré qu'il y a un endroit. Vous avez montré qu'il y a un endroit où vous mettez une pièce, c'est ça? Cette pièce, vous la mettez dans un endroit. Je vais vous répéter ça, mais une question que j'ai pour le grand nombre d'entre vous. Comment vous faites en Eretz Israël pour manger des fruits d'Eretz Israël? Vous achetez ben, avec moi, des. généralement, moi, je vais dans des boutiques dont je suis sûr. Donc, Voilà. tous les rabbins connaissent en général. Je vous pose la question, Gérard. Vous venez à un mariage en France et on vous donne des oranges Jaffa, on vous donne un avocat, vous voyez ce marqué Israël, comment vous faites? Vous le mangez? Je prélève, je prélève, je Ah, prélève. vous savez prélever. Vous Ouais, savez ouais. faire tout le contrôle que j'ai fait aujourd'hui? Ben, j'espère que je ne me trompe pas, hein. Eh bien, c'est bien. Ça- Bon, ça, donc vous dites la formule entière, le Maser Richon, Maser Chéni, etc., tout ce que j'ai expliqué. Vous avez une pièce pour acheter? Ben, non, je ne fais pas comme ça, franchement. Alors, comment vous faites? Ça veut dire que il faut quelqu'un qui m'expliquait qu'on peut prélever, bon, qu'il n'y avait pas spécialement de phrase à dire. Alors, donc, c'est une grave erreur pour Ah, vous. mais vous prélevez quelle quantité? Environ 10%. Sans rien dire comme ça. Non, c'est un problème, là, c'est un vrai problème. C'est un problème. Donc, Bon, revoyez. ça m'arrive pas souvent parce que, En tout en cas, général, à 98%, je vais acheter dans des cache-routes orthodoxes. je pense que ça vaut la peine, hein, si vous pouvez réécouter le shiur ou la semaine prochaine, redemander votre question. Si vous n'avez pas compris le rachat, je vais en parler maintenant. Il reste encore quelques minutes. Mais je pense que c'est une bonne chose que vous sachiez le faire, que vos femmes sachent le faire, vos enfants sachent le faire. Il faut savoir prélever. À tous les juifs, c'est arrivé Vous des pouvez voisins. envoyer la formule sur WhatsApp, comme ça, tous les gens, je vais leur Oui, diffuser. je vais vous envoyer mon WhatsApp, Gérard. Puis si vous pouvez Ouais, la diffuser, je vous l'envoie, oui, absolument. Alors, super. juste pour vous préciser certains points, donc, je dis, il faut avoir une pièce à la maison, parce que dans ce que vous prélevez, il y a une certaine partie, les 10% qui restent, c'est-à-dire c'est 9% de l'ensemble, qu'on rachète sur une pièce. Parce qu'on n'a pas le droit de la manger, c'est ça le problème. On n'a pas le droit de la manger, c'est du maaser chéni. Donc, et si ça vous oblige à jeter un dixième à chaque fois, c'est beaucoup un dixième. C'est-à-dire sur 10 oranges, on en jette une. C'est beaucoup. Alors que si on fait le rachat, il n'y a rien à jeter. On rachète sur la pièce et la pièce, on la détruit tous les 3 ans. J'aurai l'occasion de vous rappeler quand est-ce que c'est bientôt qu'on détruit la pièce. Vous voyez, il faut connaître le système. Hein, Troumak Gdola, Maaser Rishon, Troumat Maaser, Maaser Sheni, rachat, et on jette tout ce qui est la part du Kohen. Je pense que c'est pas très dur, hein, il faut l'assimiler et vous le faites comme il faut. C'est putain le faire. Moi, j'enseigne à Betrivka, je dis au fils de savoir le faire parce que sinon, j'ai envie de vous dire, j'ai vraiment envie de vous dire, avec ce que j'enseigne aujourd'hui, certains sont macpides, ils ne veulent pas manger chez les autres. Alors, c'est des gens qui sont macpidim, qui font très attention à la cache-route.
Mais quelqu'un qui ne sait pas prélever tout mon tomate à Asrot, c'est très difficile de faire confiance. On fait très souvent des repas, on met de la viande avec des pamplemousses, vous savez, les nouveaux repas qu'on fait maintenant, etc. Et les avocats, vous faites une crème d'avocat, c'est des rêves Israël, vous savez, vous prélevez comme il faut l'avocat. Elle me dit oui, je fais au pif à peu près. Oui, mais je ne peux pas manger votre crème d'avocat si vous faites au pif, il faut savoir faire exactement. C'est ce que je dis. C'est pas de la, je veux dire, de la mauvaise de la part des gens, mais c'est pas shoot par ignorance. Alors on sait qu'il Et, faut une cuisine, une cuisine viande, ça. Grosso est-ce que, modo, et excusez-moi, il n'y a pas une méthode qui ressemble à le fait qu'on a le droit de consommer, par exemple, un fruit de la chévite, mais il faut entièrement le consommer et même la peau, il faut faire attention à ce qu'elle. Mais c'est même une mitzvah de la consommer. Le problème du maaser, il y a pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de consommer, contrairement à la kedusha exactement. d'un fruit de la chivite. Je vous cache pas que le chiour, que j'ai décidé de vous donner ce chiour aujourd'hui, parce que j'ai eu plusieurs chélotes sur des fruits de la chute. On m'a dit, on a reçu des mandarines, on a reçu des oranges, etc. Alors j'aurais dit, en première étape, j'aurais dit, est-ce que vraiment c'est de l'année du Chuit? On a vérifié sur le tableau, ils m'ont dit oui, c'est de l'année du Chuit. Alors j'ai dit, tu peux le manger sans problème, juste les peaux, les pépins, il faut les laisser pourrir, on n'a pas le droit de les jeter. Mais j'aurais dit, mais le jour, et c'est très très bientôt, où ça sera plus des fruits de Chuit, ah là, on n'y coupe pas. Tu ne les manges que si tu as prélevé autrement tes mincerotes avec tout ce que j'ai expliqué ce soir. Ça vient l'année de Ah, Chuit, c'est compliqué parce que c'est la Chuit, mais quelque part, hein, on gagne que quoi? On n'a pas besoin de prélever de tomates. ah Et ouais, je dis, voilà, non, c'était ça ma question. c'est ça, Alors, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. mais, Donc, si mais, mais, on n'est pas oui, pour, non, c'est mais alors, ce que j'ai pas compris, dans la balance, entre guillemets, est-ce qu'il y a une kedusha qui est plus importante que l'autre? Parce que dans tous les cas, vous parlez, on parle d'une kedusha. Comment ça se fait qu'il y a une kedusha d'un côté on doit manger, et de l'autre côté, il y a une kedusha qu'on n'a pas le droit de manger? absolument, absolument. C'est une bonne remarque. Ça s'appelle doucha, on traduit comme ça, mais elles n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La doucha de Shvit, c'est une sainteté que les fruits de la Shvit elles ont, mais qui n'empêche en aucune manière de le consommer. La seule chose, c'est qu'on n'a pas le droit d'être mésalzel, de jeter les pots, etc. Ça, c'est l'année du Shvit. Mais le Maaser Rishon, c'est autre chose. C'est une toucha qui fait qu'il est interdit de la consommer hors de Yerushalayim. C'est tellement kadosh qu'il y a un éther spécial de le manger à Yerushalayim. Et comme de nos jours, il n'y a plus ce éther-là, donc on rachète, on met la toucha dans une pièce qu'on détruit au bout du compte. Mais c'est tout à fait un autre mécanisme. Autre chose, c'est tout ça qui empêche de consommer le fruit. Et dites, sur ce maaser, donc en dehors donc de l'année de Shemitah, Hein. est-ce que il y a pas une rescate cache-route de la part de la plupart des producteurs en Israël Ah non, qui d'Afghan, garantissent que le travail est fait? Parce que il me non. semble bien que moi j'avais visité une usine près de Ashdod, et j'ai vu qu'ils avaient mis après la récolte des oranges, ils avaient mis dans un trou avec respect, ils avaient mis les, tous les 10%. Donc pourquoi ne pas avoir confiance en ça? Je n'ai pas compris. Où est-ce qu'on peut. Les faits ont montré que, je ne sais pas quelle usine vous avez vérifié, mais vous savez très bien qu'il y a des poutines, des moshavim qui sont de gauche, et l'autre pas de la les gamrés. Je veux dire, Il me semble que c'était Périor, je crois, par exemple. Et en train de jeter l'anathème, surtout, ce que je dis, de dire qu'il y a une cascade de prélèvements, la météo te montre que non. Moi, j'ai reçu que non, c'est pas comme ça. Parce que ah, n'oubliez pas qu'il y a des certaines quantités à jeter, c'est dur de jeter un centième. Quand vous avez du vin, par exemple, etc., des raisins, jeter sur 100 tonnes, jeter une tonne, c'est énorme. Un peu plus d'une tonne, c'est énorme. Mais ceux qui ne sont pas fous, m'engager, ils ne le font pas. non, mais justement, c'est pourquoi je vous dis ça. C'était à peu près il y a une dizaine d'années. C'était lors d'un séminaire. Vous avez montré une des plus grandes productions d'Israël
et on avait été témoins que c'est vrai que c'est dur. Ça faisait une sacrée quantité, là, les 10%. Et ils avaient bien montré que c'était détruit ou je crois donné aux, je sais pas, aux pauvres qui viendraient ou les yeshivotes. Non, mais dire maintenant que de là, vous voulez faire une généralisation et de dire que tout ce qui vient d'Eretz en route à l'arrêt, c'est comme ça, j'ai été mécabel que non, c'est pas comme ça. Non. Bon, peut-être qu'il faudrait faire une enquête, mais j'ai toujours, dans les milieux que j'ai fréquentés, en route à l'arrêt, il faut prélever. Tout ce qu'on trouve dans le commerce, chez les goïms et tout, il faut prélever. Bon. Voilà, d'autres questions? D'autres questions? Allez-y, je vous écoute. Non? C'est bien clair tout ça? Pas de questions? Ok. En tout cas, si vous en avez, vous gardez-les pour la semaine prochaine, hein, comme il y en a eu aujourd'hui pour le chiron de la semaine dernière. Il faut qu'on garde le contact et que c'est. Il faut que ça la faute, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, la Amelout de Batora, c'est prendre un sujet et l'intégrer. Maintenant que vous avez écouté ce chiron, tâchez de dire je veux savoir prélever ton Masrot. Vous voyez? Pour peut-être faire chimouche, peut-être la semaine prochaine, l'univers, si j'y pense, devant l'écran, je vais amener 1 kilo d'orange, un couteau, on va couper, on va faire toute l'opération avec la pièce et tout. Comme ça, on va visualiser la chose. Je pense Blinéder, si je me rappelle, je le ferai. Mais je pense que toute maison juive doit savoir le faire, comme il faut. Pas au pif, pas à peu près. Voilà, messieurs, dames, bonne soirée. N'oubliez pas qu'on est à quelques jours de Matan Torah. Merci beaucoup. Va nous être redonné encore une fois. Il faudra encore, les Afnim l'intérioriser encore, être encore plus attaché à la Torah, en plus attaché à Dieu et Be'edat Hashem. Grâce à cela, comme le Rabbi nous l'a mis dans le cœur, dans le corps, dans la tête, dans tout, qu'on soit zoché de Mashiach. Très, très bientôt. Très, très bientôt. Kol tout.